Non, je répondrai d'abord que le peuple congolais s'est déjà exprimé sur cette question et de manière très majoritaire. 85%, un peu plus de 85% du peuple congolais, il n'y a pas longtemps, il y a 10 ans, a voté massivement pour cette constitution lors d'un référendum exemplaire. Et tout le monde a souligné combien le peuple congolais s'était vraiment exprimé massivement. Et en 2011, celui dont on dit qu'il serait l'homme providentiel, plus d'un Congolais sur deux l'ont remercié. Joseph Kabila, en dépit des vastes tricheries qu'il a lui-même reconnues, parce qu'il a congédié le président de la CENI de l'époque, le pasteur Mulunda, a été élu avec 48%, moins d'un Congolais sur deux. Donc vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu un miracle les 5 dernières années pour dire que tout d'un coup, plus de 85% des Congolais adopteraient une révision d'une constitution à laquelle ils sont terriblement attachés, parce qu'elle est synonyme de stabilité, parce qu'on veut renforcer les institutions, on ne veut pas avoir une nouvelle période mobusienne à la tête du Congo. Floribert Anzoloni, c'est cela qu'il faut effectivement utiliser comme adjectif, ce que je viens d'entendre ici dans la bouche d'Olivier Kamitatou, le risque d'une nouvelle période à la Mobutu. Oui, le risque d'une nouvelle, je pense que ce n'est plus un risque, c'est une réalité. Lorsque vous regardez le niveau de répression, le niveau de mégestion actuelle de la République démocratique du Congo, il est clairement établi que nous sommes déjà à l'époque de Mobutu. Ce à quoi M. Kamitatou fait probablement mention, c'est un environnement permanent de chaos. C'est vers ce chaos que nous irions si, par malheur, par mégarde, le président Kabila et sa majorité se dirigeaient vers un référendum qui serait d'ailleurs anticonstitutionnel, parce que la Constitution, bien que le référendum soit constitutionnel, le nombre de mandats ne peut en aucun cas souffrir d'une modification, même dans le cadre d'un référendum. Donc oui, le risque de revenir à une forte période d'instabilité n'est plus qu'un risque. Nous sommes déjà dans cette direction-là. Olivier Kamitatou, je faisais référence en sommaire à la rencontre de Genval qui devait effectivement, il y a quelques semaines, donner une plateforme générale à l'opposition, à une union de l'opposition. Est-ce qu'il y a véritablement union de l'opposition au Congo? Est-ce qu'il y aura donc un candidat unique présenté par cette opposition à la présidence de la République contre la volonté peut-être de M. Kabila de persister à vouloir y rester? Eh bien, à Genval, on n'a pas parlé de candidature à l'élection présidentielle. Ce n'était pas ça l'objet, la raison de la rencontre de Genval. Nous avons voulu ensemble réaffirmer combien nous étions attachés au respect de la Constitution, au principe d'une alternance démocratique, et pourquoi pas à une négociation politique, mais sous les auspices effectivement de la résolution 2277, pas du dialogue qu'a voulu instaurer Joseph Kabila, et après Joseph Kabila qui lui-même s'est acheté un arrêt de la Cour constitutionnelle pour rester indéfiniment au pouvoir et puis commencer les élections par des élections locales. Non, l'opposition s'est rassemblée autour de cette vision. Un Congo démocratique, respectant la Constitution, les règles qui sont fixées par la Constitution, les délais constitutionnels, le principe d'alternance, et souhaitant effectivement que nous ayons une solution pour que très rapidement, comme l'a dit notre ami Floribert, nous puissions quitter cette période d'instabilité, donner un nouvel horizon au peuple congolais. Mais Olivier Kamitatou, aujourd'hui, quelques grandes personnalités emblématiques sont dans le collimateur. Alors bien sûr, Jean-Pierre Bemba, lui, se retrouve sous les verrous et sous la sanction de la Cour pénale internationale, 18 ans de prison. Monsieur Katumbi vient de se voir infliger 3 ans de prison ferme par une cour congolaise. Est-ce que cela veut dire que ça va être ça, le rythme d'ici à l'élection? Chaque tête qui émergera sera d'une manière ou d'une autre écartée? Eh bien, il faut redouter, effectivement, et là, je reprends encore ce que Floribert Anzolini vient de dire, l'espace politique en République démocratique du Congo est totalement fermé. Il n'y a plus de démocratie. Les institutions sont manipulées, que ce soit la Cour constitutionnelle, la commission électorale indépendante, entre guillemets, les cours et tribunaux. On l'a vu dans les différents dossiers. Les prisonniers politiques sont là, on doit les libérer. Les activistes sont également menacés. Quand ils ne sont pas arrêtés, il faut les libérer. Les jeunes gens de Lucha, de Filimbi. Les médias sont confisqués. Les médias privés, sont réduits au silence. Les partis politiques eux-mêmes, ceux qui contestent, ont été dédoublés en sortant de la majorité. Tous les éléments d'une dictature, sont là maintenant, présents. Et aujourd'hui, nous devons lutter. Et c'est ensemble, dans un rassemblement, et nous avons choisi le doyen de l'opposition, la figure emblématique,
qui a même obtenu une motion de remerciement pour son combat pour une vie dédiée à la démocratie, Étienne Tshisekedi, nous avons considéré que comme doyen de l'opposition, eh bien autour de lui, nous pouvions nous retrouver sur ces valeurs. Est-ce qu'il y aura, cela dit, Floribert Nzuluni, une personnalité qui puisse dès lors mener la campagne pour une plateforme de diverses associations et de divers partis politiques de l'opposition? Est-ce que vous avez cette personne, homme ou femme, emblématique, providentielle? Écoutez, il est tout d'abord important de préciser que nous encourageons et félicitons les opposants politiques pour cette initiative, parce que aujourd'hui, encore une fois, le combat à l'heure actuelle, ce qu'Mputu vient de répéter, le combat à l'heure actuelle, c'est d'obtenir d'abord l'effectivité de cette alternance. Donc oui, dans cette première phase-là, il est important que la classe politique, l'opposition politique soit rassemblée, forte, unie, pour qu'ensemble, avec les citoyens, nous puissions contraindre le président Kabila à respecter la Constitution. Il va falloir le contraindre, vous pensez qu'il ne s'y pliera pas? Ah oui, absolument. Il est aujourd'hui clairement établi que le président Kabila n'a nullement l'intention de respecter la Constitution. Vous l'avez suivi probablement encore dans le cadre de son discours pour l'indépendance. À aucun moment, le président Kabila ne fait mention, je dis bien, du respect de la Constitution, donc de l'élection, de l'organisation de l'élection présidentielle à l'échéance de cette année. Et à deuxième niveau, effectivement, il va falloir que les opposants politiques s'organisent pour nous proposer à nous, les citoyens, une alternative, cette fois-ci, suffisamment crédible, parce qu'au-delà du principe de l'alternance, nous, citoyens, espérons que la situation sociale, et économique et sécuritaire pourra significativement être améliorée lorsque cette alternance va avoir lieu. C'est là que va se situer à un moment donné le véritable débat au-delà de l'alternance. Donc oui, nous espérons que les opposants politiques pourront à un moment donné s'accorder pour nous faire une proposition suffisamment adaptée, appropriée, et ensemble, bien évidemment, pour améliorer la situation des Congolais. Je vous retrouve dans un instant, messieurs, pour aller plus loin encore dans le décodage de cette année particulièrement importante pour la République démocratique du Congo, en ce jour aussi de la fête nationale et de l'indépendance. Mais d'abord, vos conditions de circulation sur les routes en direct du centre RTBF Mobile Info. Revoilà Pierre Collard-Bovy. Oui, Pascal, avec toujours ces 3 véhicules en panne. Ce soir avec vos invités, Dick Hackelbergs. Je commencerai en vous souhaitant le bonsoir, Dimitri Verdonck, par vous demander ce que, à la fois, les réseaux associatifs et politiques européens et belges en particulier peuvent avoir ou ne pas avoir comme rôle à jouer dans une opération de cette nature. Est-ce que nous devrions nous tenir à distance respectueuse parce que nous ne savons pas qui sera à Kinshasa demain et ce que nous pourrions enflammer? Je pense que la responsabilité de la société civile européenne est la même que celle de la société civile africaine en général et congolaise en particulier. Quand je parle ici, quand je parle ailleurs, je parle en tant qu'Européen, c'est clair, parce que l'Union européenne a des relations importantes avec le Congo, et donc c'est important pour nous de savoir ce que l'Union européenne fait au Congo, avec notre argent, mais aussi avec nos valeurs. Et donc c'est sur le plan des valeurs que nous aussi nous nous posons, et nous sommes très inquiets de la situation. L'année dernière, j'étais dans le même studio avec Vital Kamere, avec Pauline Sapou, secrétaire général de la FIDH. Déjà, les constats étaient très très inquiétants. La situation s'est visiblement très fortement aggravée. Le Parlement européen vient de se prononcer il y a quelques jours dans le cadre d'une résolution d'urgence sur la situation à l'est du Congo. La population, le citoyen congolais vit dans des conditions extrêmement difficiles. Ça fait plus de 20 ans, des millions de morts. Donc, quand on parle du Congo, c'est aujourd'hui la fête nationale. Je pense qu'il faut aussi avoir bien à l'esprit qu'on parle de millions d'hommes et de femmes. Et donc, c'est évidemment à eux que je souhaite une bonne fête aujourd'hui et je leur souhaite un avenir meilleur. Donc, voilà, c'est plutôt sur le plan des valeurs, le plan du respect des droits humains que nous essayons d'agir. Et là, il faut évidemment pouvoir parler. Nous avons un nouvel ambassadeur de l'Union européenne, un Belge d'ailleurs, qui doit prendre rang à Kinshasa. Nous avons bien sûr l'ambassadeur de Belgique à Kinshasa. Nous avons dans toutes les instances européennes proches de la présidence du Conseil également des Belges. Le poids de la Belgique 56 ans après, c'est un handicap ou c'est un plus selon vous, Dimitri Verdonck? C'est un plus parce que je pense que nous avons une légitimité
parce que les liens entre la Belgique et le Congo sont réels, historiques, ils ne changeront pas, ils ne feront que se renforcer, je l'espère. Mais nous avons tous aussi une responsabilité en tant qu'êtres humains. Moi, je crois à l'universalité des droits et je pense que tant mieux si la Belgique peut, de toutes les manières possibles, influencer pour qu'au Congo, on considère que la chose primordiale aujourd'hui, c'est le respect du droit. Olivier Kamikatou, est-ce que vous espérez une déclaration belge? Alors, on sait que les arcanes, évidemment, de la chancellerie, les arcanes de la diplomatie sont ce qu'elles sont, mais est-ce que vous attendez une position de la Belgique, une adresse de la Belgique au président Kabila? Bien entendu. Hier, l'adresse du président Obama était extrêmement claire. Le président Obama a salué le courage du peuple congolais pour ses 56 ans d'indépendance et a exprimé ses vœux à la veille d'un changement, d'une alternance imminente. C'était ces termes. Ce sont ces termes, imminente. Ça veut dire que tout le monde croit dans l'avenir de la République démocratique du Congo. Et la Belgique devrait appuyer cette alternance dans l'imminence, dans les délais. Non pas une alternance telle que le veut Joseph Kabila dans un délai qu'il ne définit pas lui-même. Nous avons une constitution, nous devons devenir un État exemplaire, un partenaire exemplaire, ce n'est pas une allégeance à qui que ce soit à l'extérieur du pays, mais c'est simplement un partenariat constructif et la Belgique, en faisant un grand signal, je sais qu'aujourd'hui une résolution est en train d'être discutée au niveau du Parlement par les députés, Peter Leux, la NVA et d'autres, qui s'intéressent à cette question, parce qu'une déstabilisation du Congo, eh bien c'est toute l'Afrique centrale qui bascule, et personne n'en a besoin aujourd'hui. Nous sommes à la croisée des chemins, il est encore temps. Il faut presser ce régime, il faut presser ce pouvoir, il faut adopter des sanctions ciblées contre ceux non seulement qui violent les droits humains, les droits fondamentaux, mais ceux qui également confisquent et prennent en otage le processus électoral et le processus démocratique. Il y a des sécessions, il y a eu des problèmes régionaux au Congo. Le Congo est un très vaste pays continent. Vous êtes en mesure de tenir une stabilité électorale dans un pays aussi fracturé que celui-là? C'est un vœu auquel aspire la toute grande majorité des Congolaises et des Congolais, c'est de pouvoir aller choisir leurs dirigeants. On leur a dit que, eh bien, on ne peut ni changer le nombre et la durée des mandats, 5 plus 5 égale 10. Certains ont songé à le changer par les armes, dans un certain nombre d'espaces régionaux. Eh bien, au Congo, en République démocratique du Congo, eh bien, on croit dans la démocratie. Les élections, il faut qu'elles soient organisées dans les délais, dans de bonnes conditions. Vous ne craignez pas que demain, quelqu'un d'autre s'installant à la charge soit lui-même tenté ou elle-même tentée d'en modifier les conditions? Eh bien, je crois que le premier qui veut changer les conditions, c'est Joseph Kabila. Dans un discours qu'on voulait historique. Vous savez, il y a une date importante pour le Congo, c'est le 19 septembre. C'est la date à laquelle la commission électorale indépendante doit convoquer le corps électoral pour l'élection présidentielle. Vous y croyez encore? Une deuxième date importante est le 19 décembre. C'est le dernier jour du deuxième mandat qui expire à minuit de Joseph Kabila. Donc, le 19 septembre, on doit convoquer le corps électoral. Si ce n'est pas fait, eh bien, ce sera une indignation, une révolte populaire. Eh bien, on ne demande pas une insurrection. Et je suis précis sur les mots. Le risque vient des pyromanes qui aujourd'hui parlent référendum, qui aujourd'hui parlent changement de constitution, qui aujourd'hui oublient les serments qui les attachent non seulement au peuple congolais, mais à Dieu également, et qui se disent qu'un délai est quelque chose de banal. Non, le délai est prescrit dans une constitution, il faut le respecter et il faut que nous devenions un État exemplaire. Floribert Anzoloni, soyons honnêtes également que de l'autre côté du fleuve, dans l'autre Congo, un président a par des voies guide de consultation modifié les termes et mandats à deux pas. À Kigali, un autre président a lui aussi estimé qu'il pouvait proroger par la volonté du peuple, exprimer sa présence au sommet de l'État. Et dans l'Union africaine, on pourrait trouver encore d'autres exemples du même type. Ça constitue autant d'exemples, évidemment, qui pourraient charmer et la présidence actuelle et peut-être une partie de la communauté internationale. Oui, absolument, mais encore une fois, comparaison n'est pas toujours raison. Le Sénégal, le président Wade a tenté à un moment donné de faire cette modification, il n'y est pas parvenu. Au Burkina Faso, un peu plus récemment, le président Compaoré a tenté de faire cette modification, il n'y est pas parvenu. Donc très clairement, on va dire qu'il y a des exemples, aussi bien il y a des exemples, dirons-nous, dans les deux sens.
Donc oui, ça peut, c'est probablement ça d'ailleurs qui inspire l'actuel pouvoir, l'actuel gouvernement, le président Kabila et son entourage, et leur donne l'impression que c'est possible. Mais encore une fois, la réalité congolaise, je pense, est assez particulière et vraiment, je dirais même très particulière. Les citoyens congolais, la population congolaise veut le changement, mais je tiens à préciser qu'au-delà des aspects de pouvoir et d'alternance, il y a un problème, le principal problème se situe au niveau de la redevabilité, et surtout au niveau de la situation sociale, économique et sécuritaire du pays. En définitive, la population congolaise estime que l'actuel pouvoir a globalement échoué, et donc il est important de laisser la chance à d'autres pour que ceux-là tentent de réussir, de faire mieux et d'améliorer ce qui n'a pas pu être fait. C'est là en réalité le véritable problème. Vous n'êtes sans savoir qu'actuellement la situation sociale est en train de se dégrader de manière significative. Le franc congolais a perdu plus ou moins 20 à 25% de sa valeur. Donc la situation sociale qui était déjà chaotique à la base est en train de se dégrader. Et bien, un pouvoir qui ne parvient pas à donner à sa population le minimum pour lequel il a été finalement mis en place, ne peut pas réclamer, ne devrait pas se maintenir au pouvoir au-delà du simple principe de l'alternance, qui est un principe bien évidemment fondamental également. Mais Olivier Kamitatou, le temps passe vite, mais j'entends ici dans l'émission, mais quels pourraient être les gages donnés que demain, ceux qui avaient, et vous les avez connus de près, les velléités à un certain moment d'un pays plus fracturé, avec les armes à la main, l'intention parfois de négocier dur et chèrement leur place, pourquoi demain, quelles seraient les garanties que demain ils déposeront les armes et que le Congo se pacifiera? Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde consent que le souverain primaire, c'est le peuple congolais. C'est à lui à choisir. Il y en a un ou plusieurs de peuples congolais quand on voit les volontés de certaines régions de ne pas forcément se constituer en peuple grand et unique, mais en réalité régionale. Il y a une grande nation. Il y a une grande nation congolaise. Il y a une grande jeunesse qui aspire effectivement à, comme l'a dit Floribert, à un avenir meilleur. Et c'est possible. On peut changer la République démocratique du Congo. Et on peut la changer en évitant de tomber dans la violence, dans les armes. On peut la changer en respectant simplement la Constitution, les règles que nous avons librement choisies. Et malgré certains voisins interventionnistes. Écoutez, les voisins sont préoccupés par la stabilité de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Parce qu'une déstabilisation du Congo, ça veut dire que, tout l'entourage du Congo, les 9 frontières seront menacées. Et aujourd'hui, on ne peut pas comparer le Congo au Burundi. Nous sommes un vaste espace, pluriethnique, avec effectivement une grande communauté de 80 millions d'habitants sur 2 345 000 km². Nous ne sommes pas le Rwanda, nous ne sommes pas le Congo-Brazzaville, nous sommes la République démocratique du Congo. Et nous avons un grand avenir parce que nous voulons rester ensemble. Il n'y a pas de force centrifuge, de sécession, de partition, de division. Ça peut être entretenu dans la tête, effectivement, des pyromanes. Mais le peuple congolais aspire à une seule chose, un avenir meilleur. Au quotidien, on aspire simplement à mieux vivre. Et cela, comme l'a dit Floribert, il faut une nouvelle gouvernance, une vraie redevabilité. Joseph Kabila et ses partisans, effectivement, ont failli dans la gouvernance, dans la gestion des ressources naturelles. Les dernières années, les derniers mois ont été une vaste opération de bradage des dernières concessions minières et ça va continuer. Il faut mettre un frein à cela, il faut aller aux élections, il faut changer de gouvernance. Merci messieurs en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouvera au plus tard le 19 septembre prochain. Première nouvelle grande échéance évidemment comme vous l'avez souligné et nous suivrons ce dossier, vous le savez, de très très près à chaque fois qu'il sera nécessaire. Si d'aventure d'ailleurs d'ici là cela devait s'imposer, nous ne manquerions pas de revenir. Excellente fête nationale encore à tous nos amis congolais. Merci à vous Eddy et merci également à vos invités. 18h57 dans Soir Première, à suivre dans 3 minutes bien sûr l'info de 19h. Juste après votre bande de curieux, une bande de curieux très musique ce soir avec notamment cette question: qu'allons-nous écouter cet été? Il y a du tube dans l'air et je pense qu'on va bien s'amuser. À suivre dans un instant la météo. La première. L'homme